on vous propose un atelier innovation. Il semblait qu'innovation était un mot-clé majeur. Et pour ce faire, 3 grandes personnalités que vous connaissez tous. Catherine Gendre, notre nouvelle présidente des directeurs de CHU. Antoine Magnan, qui est le président du CNCR, qui est le Comité national de coordination de la recherche dans les établissements de santé publique. Et Jean-Yves Fagon, vous connaissez certainement aussi. Jean-Yves, c'est Monsieur Innovation, qui va essayer de nous raconter un peu tout ce qui a été fait, des perspectives, enfin, souvent une très bonne expérience du sujet. Je vous propose de passer la parole à Catherine pour un petit mot d'introduction. Antoine fera la conclusion et Jean-Yves et moi, le sandwich au milieu. Voilà. Et avec un délai extrêmement court. Donc, on va changer un peu la formulation. Eh bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, Jean m'a demandé de vous dire quelques mots sur la perception que pouvait avoir, peut-être pas encore, parce que je ne le suis pas encore officiellement, la présidente de la conférence des DG de CHU, mais en tout cas la directrice générale d'un CHU qui est fort chercheur, donc la perception qui pouvait être la mienne sur l'innovation en CHU. Et donc, je voulais vous faire rapidement un constat et quelques réflexions en forme de propositions ou de plans d'action. Le constat, c'est que les CHU, de mon point de vue, sont par essence un lieu d'innovation, que ces innovations sont de nature scientifique, technique, mais aussi organisationnelle ou managériale. La mise à disposition rapide de ces innovations de toute nature est un enjeu majeur pour la réponse aux besoins de santé des patients, sous réserve qu'elle se fasse dans un cadre évalué et sécurisé, mais c'est aussi un enjeu pour l'attractivité de nos médecins en CHU. Deuxième partie de ce constat, c'est que la France, plus généralement l'Union européenne, dispose d'un cadre réglementaire qui est construit, qui est protecteur des droits des patients, mais qui, à certains égards, peut apparaître comme complexe pour les porteurs de projets, tant en interne dans nos institutions que pour le tissu économique. Troisième élément, c'est que le développement des nouvelles technologies amplifie ces dernières années un contexte d'accélération de la diffusion des idées et par là même de leur péremption. Le champ de l'innovation en santé, autour de l'intelligence artificielle et des big data, devient un enjeu concurrentiel international pour les GAFAM, qui risque, si l'on y prend garde, non seulement d'échapper au CHU, mais aussi de s'exprimer dans un cadre très dérégulé, sans tenir compte, par exemple, du consentement des patients. Et enfin, dans le même temps, les innovations viennent très rapidement percuter des compétences établies, des organisations historiques, et rendent plus que jamais nécessaire un accompagnement au changement dans des modalités, elles aussi revisitées à défaut d'avoir été ou de pouvoir être anticipées. L'accompagnement du développement des compétences devient aussi un champ d'innovation. Et donc, sur la base de ces constats, je pense que l'on peut conclure que l'accompagnement du développement de l'innovation, tant au plan interne que national, apparaît indissociable de la transformation du système de santé. Donc, quelques pistes ou réflexions ou priorités qu'il me semble nécessaire que nous ayons à l'idée pour nos CHU demain. D'abord, au sein de nos établissements, la structuration et le développement d'une culture de l'innovation doivent concilier agilité dans le repérage et la mise en œuvre, mais aussi rigueur dans la sélection et l'évaluation. Donc, à cet égard, 4 objectifs me paraissent devoir être identifiés. Le premier, c'est mieux repérer les innovations, quel que soit le type de porteur ou la nature de l'innovation. Un extracteur ou un sourceur d'innovation doit pouvoir être mieux identifié en lien avec les enjeux de propriété intellectuelle et de transfert de technologie. Deuxièmement, aider les porteurs d'innovation dans l'instruction, être en soutien aux apporteurs d'idées, notamment dans l'aide à la qualification de l'innovation et à l'instruction pluridisciplinaire des projets, à la mise en contact, à l'orientation pour la recherche de financement. Mais aussi aider les décideurs à introduire l'innovation et à l'évaluer. Des outils partagés d'évaluation des projets devront être développés pour permettre de valider les étapes à la fois de tests de mise en œuvre, mais aussi de diffusion plus large, puis d'arrêt ou d'amendement. Ces outils peuvent emprunter l'évaluation médico-économique au sens de l'évaluation en santé. Et dernier point, intégrer l'innovation dans la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les nouveaux métiers à créer ou à développer, comme par exemple les chargés de valorisation, mais aussi probablement renforcer la thématique de l'innovation dans la formation initiale et continue des professionnels et y intégrer aussi les nouvelles modalités de management, elles-mêmes innovantes. La deuxième idée, c'est qu'il faut impérativement renforcer le fonctionnement en réseau. Aujourd'hui, la mobilisation de ressources spécifiques, le niveau de concurrence de plus en plus exigeant, la nécessité d'une diffusion rapide plaident pour ce renforcement, condition sine qua non de masse critique, d'accompagnement financier
et de gestion de risque. Ce fonctionnement en réseau, il se fait aujourd'hui sur un territoire donné, souvent géographique, sur lequel l'innovation en santé est déjà plus ou moins portée par les acteurs de l'innovation au sens large. Les SAT, les pôles de compétitivité, les fonds d'investissement, les académiques, les métropoles, les régions. Chaque CHU doit donc trouver sa place distincte sur son territoire, sans se substituer à ces acteurs, mais en valorisant les apports qui le distinguent, et ils sont, à mon avis, nombreux. D'une part, parce que c'est traditionnellement au CHU qu'on trouve les forces vives qui connaissent les besoins réels sur le terrain, ce qui permettrait d'éviter des inventions déconnectées qui ne trouvent jamais leur marché. Aussi parce que plus récemment, l'innovation qui se nourrit notamment de méthodes comme le Living Lab, qui, mieux que le CHU aujourd'hui, peut traduire ce type d'innovation en partenariat avec les centres hospitaliers, les EHPAD, les acteurs libéraux, pour organiser sur le terrain de nos territoires et en y associant l'expérience patient, ces co-conceptions avec des utilisateurs. Les CHU ont également développé des expertises précieuses en matière d'évaluation clinique et médico-économique, notamment au travers de leurs cellules innovation de DRCI. Ces savoirs sont stratégiques pour démontrer l'intérêt d'un dispositif médical et préparer son accès au marché. Par exemple, fixer le prix, voire le remboursement par l'assurance maladie. Trop nombreux sont les produits qui sont lancés sans avoir anticipé ces questions ni prévu les études qui prouveront leur utilité. Avec l'évolution de la réglementation européenne sur le marquage CE et le débat sur la pertinence des soins, savoir conseiller une start-up dans ces domaines deviendra stratégique et l'expertise est aujourd'hui dans les CHU. Elle est encore insuffisamment connue, insuffisamment utilisée, insuffisamment valorisée et, comme nous le rappelait ce matin la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, insuffisamment coordonnée. Chaque territoire a ses spécificités, mais pour atteindre la masse critique évoquée tout à l'heure, un positionnement commun harmonisé des CHU sur l'innovation en santé sera également un atout, et c'est le sens que nous promouvons aujourd'hui dans le réseau des CHU. Troisième idée, le réseau doit être articulé avec les outils de pilotage de l'innovation pour accompagner le transfert efficace de l'innovation en facilitant la fertilisation du tissu économique. Depuis les lois Allègre et Macron, les CHU, certes ceux qui sont en situation financière favorable, peuvent soutenir la création d'entreprises, voire y contribuer en première ligne par la création de filiales ou de prise de participation. Mais ces dispositifs juridiques se heurtent encore aujourd'hui, parfois, trop souvent, à d'autres règles qui enserrent notre activité. Le Code des marchés publics, le statut de la fonction publique, la tarification à l'activité, le régime des autorisations, la réglementation sur la recherche, les droits de la propriété intellectuelle. Le week-end dernier, l'Association des entrepreneurs de l'innovation en santé France Biotech a dévoilé les résultats d'une étude sur le transfert de technologies en France dans le domaine de la santé. Une étape qu'elle juge, dans un communiqué, je cite, « fondamentale pour apporter de nouvelles solutions pour répondre aux besoins des patients, ainsi que pour le développement économique de cette filière en France et pour la création de valeur pour les start-up ». Cette enquête, elle a pointé du doigt 3 difficultés rencontrées par les entrepreneurs français sur le terrain, au premier rang desquels les délais de mise en place des accords, la notion de copropriété entre les différentes tutelles académiques et la négociation des conditions financières. Il est évident que la signature rapide d'accords, l'identification d'interlocuteurs uniques sont identifiés comme des facteurs clés de succès qui plaident pour une organisation ad hoc au plan hospitalo-universitaire qu'il nous faut promouvoir. Et enfin, dernier point, la veille aux évolutions réglementaires doit être anticipée et préparée. La médiatisation récente sur les risques liés aux dispositifs implantables montre la sensibilité de la population aux éléments de sécurité. À partir de 2020, une nouvelle réglementation va être mise en place en Europe pour coordonner et harmoniser les règles applicables au sein de l'Union européenne. Les objectifs sont de renforcer les exigences par rapport aux produits, d'encadrer l'activité des organismes notifiés et d'améliorer la sécurité sanitaire. Il nous appartiendra d'être extrêmement vigilants sur les risques de rupture d'approvisionnement, d'arrêt de commercialisation et d'explosion des coûts après la disparition de la concurrence. Je vous remercie, j'ai fait au plus vite et merci Catherine d'avoir concentré un peu les choses. Désolé effectivement, mais on doit vraiment essayer de rattraper le retard qu'on a pris. On va se partager le temps de parole en ayant divisé par 2 ce qu'on voulait vous présenter, mais c'est pas très grave. Finalement, on va essayer de planter quelques petites graines. Si vous pouvez lancer les diapos, quelques petites graines. Innovation.
Innovation, c'est une nébuleuse. Hein. Alors, c'est pas la première. Voilà. On va tout de suite, voilà. C'est une nébuleuse et en fait, pour comprendre cette nébuleuse, tout le monde en parle et finalement personne ne sait trop ce que c'est ni comment l'appliquer. Et avec Jean-Yves, on s'est dit on va se mettre aux deux bouts du spectre. Première partie du spectre, moi je vais essayer de vous donner quelques pistes pour essayer de comprendre ce qu'est l'innovation, en prenant beaucoup de recul et de hauteur, parce que de nos jours, je pense que c'est très bien de prendre un peu de hauteur. Et Jean-Yves, il fera l'applicatif, hein, puisqu'il est dedans, qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne, etc. Donc, très succinctement, je m'en excuse, j'ai vraiment raccourci de 2 fois, mais je vais essayer de faire quelque chose qui va vous intéresser, vous amuser. C'était théoriquement prévu pour l'apéritif, hein, donc vous l'avez en digestif, c'est pas très grave. D'abord, c'est quoi la définition de l'innovation? Vous voyez que c'est l'action de changer par esprit et désir de nouveauté. Définition du Littré, c'est pas moi qui dis. Et vous voyez qu'on peut innover dans des tas de domaines, hein, dans sa spiritualité, dans sa créativité, et on peut innover évidemment dans l'imagination de son futur. Il y a 2 pulsions fondamentales qui créent l'innovation. C'est mon appréciation, c'est ma vision. La première pulsion, c'est cette pulsion universelle de diversification. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'ensemble de l'histoire, mais si vous prenez un peu de recul, vous vous rendez compte que du plus élémentaire au plus sophistiqué, c'est-à-dire de la matière minérale au vivant, vous avez une sorte de diversification de la matière qui passe de la matière inerte, passant par la matière organique considérée comme non vivante, allant jusqu'au vivant organisé. Donc il y a une véritable pulsion de diversification. Tout ce qui se crée dans notre monde part de l'élémentaire, qui est la même matière première depuis le début du Big Bang. C'est la matière atomique élémentaire, et puis se sophistique, se diversifie au fil de l'eau. La deuxième pulsion, qui est fondamentale aussi dans l'innovation, et c'est absolument extraordinaire, je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais que finalement, on croit que tout est guerrier, on croit que tout s'affronte et tout est une lutte des classes. En réalité, tout est symbiose. Je vous donne 6 magnifiques exemples de symbiose que je ne vais pas détailler, mais je prends le plus élémentaire au plus sophistiqué. Il n'y a pas de masse atomique sans que les quarks et les bosons s'associent. C'est une symbiose élémentaire à l'échelle atomique. Mais encore plus jolie, on est beaucoup dans la salle à être biologiste. Vous savez qu'une cellule ne peut pas fonctionner sans carburant. Et vous savez que le carburant d'une cellule, c'est de l'ATP qui est produit par des mitochondries. Et on le sait aujourd'hui, la mitochondrie n'est qu'une vieille bactérie prokaryote que les eucaryotes ont absorbé pour créer une symbiose extraordinaire entre un prokaryote ancestral et un eucaryote aujourd'hui. C'est une symbiose absolument extraordinaire qui crée la vie. Donc vous voyez que la deuxième pulsion d'innovation, elle est symbiotique et elle sous-tend tout ce qui se crée, et en particulier la biodiversité absolument extraordinaire sur notre planète. Hein. C'est là aussi, émerveillez-vous avec moi, avec nous, sur ce qu'on peut faire aujourd'hui et ce qu'on peut découvrir encore aujourd'hui. Cette pulsion d'innovation, si on la rapproche un peu de notre monde qui est celui des hommes, elle a 2 fonctions essentielles. Et là aussi, je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais vous dire que la première pulsion est protectrice. Depuis le début des temps, finalement, on a créé des outils, des organisations, des codes de communication pour protéger l'espèce humaine. On s'est rassemblés en petits troupes, on a essayé de se protéger du feu, de l'eau, de l'air, etc. C'est une vraie pulsion de protection. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, plus profondément, au fond de nous, une pulsion qui est quelque part hégémonique, hein, Francis Bacon, portée par le temps, et qui traduit en fait ce qu'on a au fond de nous, si vous réfléchissez bien, et qui est qu'on veut une vie meilleure, mais surtout une vie éternelle. Vous prenez les mythes les plus grands et les plus anciens, le mythe de Gilgamesh, une histoire fantastique, hein, je vous incite à le lire, c'est formidable, hein, c'est déjà la mythologie de la recherche de l'immortalité. Pas pour lui, mais pour son ami, son proche, son ami le plus proche. Donc déjà, dans les mythologies les plus anciennes, vous avez cette pulsion, bien avant le monothéisme, des pulsions d'immortalité qui, à mon avis, sous-tendent énormément l'envie d'innovation, puisque innover, c'est m'améliorer, m'augmenter et un jour peut-être être immortel. Je pense que c'est incontestable. Passer à l'ère moderne, c'est vous dire que cette innovation, elle s'accélère avec la révolution scientifique. Mais c'est une évidence pour nous dans notre monde, mais ça ne l'a pas été pour toutes les sociétés. Je prends l'exemple de la poudre à canon. C'est très intéressant, les Chinois qui sont pourtant des bons marchands et des sacrés peuples innovants, il a utilisé la poudre à canon pendant près de pendant 5 siècles pour en faire de la poudre à pétard. Et il a fallu, vous voyez, j'ai retrouvé les chiffres, plus de 700 ans pour que la poudre à pétard ou la poudre à feu d'artifice devienne un jour une arme de guerre. Donc, vous voyez que la révolution scientifique, l'innovation, elle s'appuie aussi sur des concepts qui ne sont pas toujours vertueux et que la révolution scientifique amène de très belles choses, mais qu'elle a amené aussi beaucoup de choses assez terribles. L'innovation santé, dernière partie,
L'innovation en santé, en fait, schématiquement, il y a deux grands domaines. Les changements conceptuels et les changements technologiques. Et évidemment, on est toujours admiratif du changement technologique, on est toujours content de passer de l'œil au microscope. En revanche, les innovations conceptuelles, elles font souvent se soulever les foules. Et j'ai pris 3 exemples historiques fantastiques, qui sont l'histoire de l'homme. C'est la vision de Galilée, la vision de Jenner et la vision de Samuel Weiss, dans 3 domaines différents. Galilée a pensé que le monde était différent. Jenner a apporté avec Pasteur, mais avant Pasteur, c'était le maître de Pasteur, un principe déjà de prévention par la vaccination. Et Samuel Weiss, dont c'est le bicentenaire cette année, avait apporté une nouvelle vision de la médecine et il est mort haï et pauvre dans son pays sans qu'on ait cru à ce qu'il avait raconté. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas nouveau et tout ça on peut le mettre en perspective sur la diapo. C'est d'actualité, une actualité brûlante, c'est que l'innovation, ces innovations comme le système CRISPR-Cas9, vous avez vu encore très récemment, ce système peut générer des choses absolument incroyables et puis une vraie réflexion éthique et déontologique qu'on n'aura pas le temps d'évoquer aujourd'hui. L'innovation, on a toujours l'impression en santé que c'est juste les médicaments et les dispositifs médicaux. Mais pas du tout. On peut innover dans 8 domaines. Là aussi, je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais puis on peut innover dans la fabrication industrielle, ça a été un progrès incroyable dans l'organisation, le SAMU. Il n'y a pas mieux. La pédagogie, n'oublions pas les doyens, je vois, il y en a plein dans la salle. On a été des fers de lance de l'innovation pédagogie avec la simulation, les tablettes. La santé publique, évidemment, mais aussi dans les domaines plus connus du médicament, de la stratégie thérapeutique. On peut très bien passer du concept de rémission au concept de guérison dans beaucoup de maladies aujourd'hui, les dispositifs et les objets connectés et surtout la technologie digitale. Je ne prendrai qu'un exemple, j'en avais gardé 2-3, mais cet exemple de l'IA dont tout le monde parle, mais qui aujourd'hui s'applique par le concept de deep learning algorithms, qui sont des systèmes de réflexion intelligente fondés sur des données multiples. Et aujourd'hui, Homo sapiens, tous battus. Vous le savez, j'ai pris qu'un exemple, parce qu'il est célèbre maintenant, qui est l'exemple de cette application intelligente qui bat tous les dermatologistes du monde, même les meilleurs. Il suffit de mettre ça sur une lésion cutanée et il vous dit tumeur, pas tumeur, maligne, bénigne. Et si on se compare ça à tous les dermatos du monde, l'objet connecté et l'objet intelligent fait déjà mieux. Donc imaginez le monde de demain. Et ça n'est pas un euphémisme de dire que la révolution numérique et celle de l'IA est en cours. Dernier point, quels enjeux de cette innovation en santé. Alors évidemment, et je commence par peut-être le moins intéressant, mais quelque chose qui est fondamental, c'est cet enjeu économique gigantesque de cette nouvelle médecine qui se traduit par des terminologies que vous connaissez. Vous voyez les produits attendus en 2025, McKinsey qui a fait l'enquête, en 2025, 5 000 milliards de dollars produits par les big data. Alors c'est une prospective, c'est une projection parce qu'elle serait juste, mais en tout cas, c'est des volumes économiques absolument gigantesque. Et voyez qu'en France, on spécule, on verra Jean-Yves si tu confirmes, que le secteur santé, l'innovation dans le secteur santé en France produira 15 à 20% des richesses nationales dans une quinzaine d'années. On verra si les choses se confirment de cette manière-là. En tout cas, ça n'est qu'une spéculation aujourd'hui. J'aimerais insister, parce que c'est un de mes credos et j'y insiste beaucoup là-dessus, c'est que le numérique, l'intelligence artificielle et l'innovation qui se fera autour de ces enjeux-là mettent en exergue des enjeux d'avenir comme celui de l'écologie. On peut imaginer aussi l'innovation, pas forcément comme une innovation technologique très coûteuse, et j'aime beaucoup le concept d'innovation frugale. Vous savez que des gens très intelligents, sur un vieux concept, ont imaginé faire des frigidaires en Inde pour protéger le lait, qui contamine beaucoup les jeunes Indiens, avec des congélateurs ou des réfrigérateurs qui coûtent 30 € par des systèmes d'innovation frugale. Donc n'oublions pas ce concept-là, et dans le domaine de l'innovation, le concept de One Health pour préserver la biodiversité, qui est le fruit de l'innovation du biologique. Bien sûr, c'est sous-tendu, et des gens dans la salle, et je pense à toi David, sont là pour nous rappeler ces enjeux éthiques et philosophiques, les deux sont liés, et ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean-Bernard l'avait déjà dit, mériterait beaucoup de commentaires, cette phrase. Je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique, mais d'autres philosophes, comme Canguilhem, ont aussi imaginé que l'innovation était quelque chose qui devait être assumé philosophiquement et assumé par la société, parce qu'il l'a écrit, l'innovation ne va pas sans risque, le risque jusqu'où et le risque admis par qui. Donc vous voyez qu'il y a une vraie dimension humaine et sociale, philosophique dans la notion d'innovation, qu'il faut toujours le rappeler. J'ai bien aimé la table ronde ce matin, qu'il a rappelé à sa manière. Pour conclure rapidement,
Voyez que l'innovation en santé, on pourrait la résumer en 3 objectifs, finalement. C'est le fruit de la créativité humaine, de ces pulsions originelles. Finalement, elle permet de favoriser une médecine centrée sur le patient, on est d'accord, Antoine dira peut-être un petit mot. Favoriser, en fait, le débat sur les réflexions éthiques et philosophiques dans ce domaine-là, je pense que c'est fondamental. Et favoriser, à mon sens, l'évolution de la pensée, qui devrait être une pensée, alors c'est un terme que j'ai inventé et repris, hyper humaniste, respectueuse du concept de Wendell de l'environnement et pas seulement de l'homme. Parce que l'homme seul sur la planète, il ne va pas faire grand-chose très longtemps. Donc je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Je le fais à chaque fois et je réitère mon credo, mais je pense qu'il est très très important. Vous avez dans vos documents un résumé qu'on vous propose, je ne le détaille pas, mais qui serait les 8 principes de l'innovation qui sont de la responsabilité, bien sûr, très large. C'est une responsabilité sociétale, mais elle incombe aussi au CHU et nous louons les CHU aujourd'hui. Donc vous pourrez lire tranquillement ce soir, avant de vous coucher, les 8 principes de l'innovation qu'on a construits en fait, mais sont ouverts bien sûr, mais qui résument bien ce qu'on pourrait faire. Et je finis, puisque la boucle est bouclée, correspondant à ce que je vous ai dit ce matin. Tout ça, j'espère que ça doit surtout vous émerveiller et pas vous faire peur. Vous voyez que ça n'est pas de moi. Albert Einstein, en 1979, dans son petit livre « Comment je vois le monde », il décrit tout ce que suscite l'émerveillement. Vous voyez que ça suscite beaucoup de choses. La science, l'amour, l'art, tout est lié à ça. Donc, j'espère que vous garderez ce petit message. Alors, c'est marrant parce que je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, je l'avais gardé. Ça ne peut tomber mieux, en fait. Et je trouve qu'elle est magnifique, cette phrase d'Apollinaire. Et elle est, on devrait l'écrire au-dessus des facs, je vois mes amis doyens. Donc, jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. C'est magnifique, en fait. Voilà une phrase d'optimisme et de lucidité, je l'espère, humaine, puisque j'espère que tout le monde l'aura compris. Je vous remercie. Je suis désolé d'avoir fait court, très court. Voilà, on a fait au mieux, ce qui me permet de passer la parole à Jean-Yves pour la partie applicative. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer effectivement d'aller aussi vite. Un moyen d'aller vite, c'est que, comme je crois une bonne partie de l'après-midi, vous allez être sur le numérique, eh bien, on va sauter cette étape-là et je vais essayer d'avancer un petit peu. On commence toujours l'innovation avec de l'optimisme, puisque tout porteur de projet est optimiste et donc et pense avoir révolutionné quelque chose. C'est quand même pas inintéressant de constater l'évolution majeure qui porte en partie sur le développement d'innovation. Entre 1950 et 2008, il y a eu des évolutions majeures de la durée de vie, de notre durée de vie. Et aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir et qui disent qu'ils vont réussir à faire pareil, donc de gagner 20 ans à peu près de survie si on progresse suffisamment jusqu'à 2050. Au moins, ça donne un côté optimiste au développement des innovations. Le premier point que je veux vous souligner, qui est un point important, c'est que la stratégie nationale de santé, texte régulier qui est apparu, cette fois-ci a pour la première fois pris en compte de l'innovation. Elle a donc, et je souhaite citer ces 6 points, qui sont des points majeurs de l'innovation et de la transformation possible de l'innovation par notre système. La première, c'est la recherche et l'innovation. Il faut essayer de faciliter. À chaque fois, je mets un petit mot-clé. Le petit mot-clé actuel, c'est que les registres, c'était quelque chose qui s'était développé dans d'assez bonnes conditions, notamment dans les maladies rares, etc. Eh ben, ça marche beaucoup moins bien depuis quelque temps et qu'il va falloir reprendre ça de façon assez significative. Deuxièmement, soutenir les innovations en santé médicale et technologique, c'est-à-dire essayer d'améliorer le cadre juridique et financier. C'est pas tout à fait, on n'est pas encore tout à fait dedans, mais on peut espérer que ce soit quelque chose d'un avenir proche. Le 3, c'est faciliter l'émergence et la diffusion des organisations innovantes. Et donc, c'est bien maintenant repositionner les organisations comme intégrant les innovations, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent non plus. Accélérer le numérique, j'insiste pas. Garantir l'accès aux traitements innovants. Donc, c'est vraiment des sujets qui sont en train d'évoluer beaucoup. Le médicament, je ne vais pas insister. Vous savez tous actuellement ce qui est en train de se développer, des modifications majeures, mais aussi des tarifications majeures qui vont aller avec.
Et donc, il y a à essayer de voir comment ce système peut se développer. Et puis enfin, mais c'est peut-être un des points très importants qui a été évoqué presque par tous les orateurs depuis que je suis arrivé, c'est la place des citoyens dans le système. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est un constat, les citoyens, une fois que les décisions sont prises, on leur demande leur avis. Et je pense que, et notamment dans le développement des innovations, il est important que les usagers, au sens large du terme, participent à ce développement-là. Alors pour s'adapter, il y a comme ça un certain nombre de mesures et un certain nombre de principes qu'il faut intégrer tout de suite, sinon on ne peut pas développer correctement les innovations. Le premier, c'est que les progrès dans le champ thérapeutique du diagnostic, de l'organisation des soins, de la pédagogie, de la communication, ça a transformé déjà et ça continue à transformer à toute vitesse la vie des citoyens et des professionnels de santé. Et donc peut-être de gagner du temps et de l'efficacité sur les maladies. Les innovations à venir, et cette annonce-là, elle est déjà lisible pour la plupart d'entre elles, ce sont des transformations, mais qui vont générer de nouvelles méthodes. Et pour l'instant, les méthodes ne s'adaptent pas à la vitesse de transformation des innovations, des nouveaux programmes, et puis peut-être bien des nouveaux métiers, ou alors des transformations et des améliorations et des modifications de chacun des métiers, et notamment ceux qui sont autour des professionnels de santé, pour améliorer la santé de tous. L'innovation doit faire partie intégrante de notre système de santé, et c'est bien un sujet très particulier qui lève un problème qui est l'égalité d'accès, c'est-à-dire qu'il faut que les innovations réelles soient disponibles pour la totalité de la population qui peut en bénéficier, et pas d'avoir un régime en deux classes. On voit bien que d'ores et déjà, il y a un certain nombre d'innovations qui sont réservées à une population qui peut s'acheter cette innovation. Alors, c'est encore pas des enjeux considérables, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut avoir une particulière vigilance. Alors, comme le sujet de notre réunion, c'était l'innovation en médecine, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là, beaucoup des porteurs de projets disent que l'innovation en santé, ça va bien au-delà de l'innovation en médecine, mais il suffit de définir correctement la médecine pour satisfaire et redonner une cohérence à tout ça. Et puis enfin, les origines de possibles difficultés, alors les grandes difficultés qui sont actuelles et qui font que actuellement le système de développement de l'innovation dans notre pays est quand même, on va dire, un peu ralenti. D'abord, c'est la complexité du système, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les projets sont complexes, sont polymorphes, c'est-à-dire qu'on sert souvent plusieurs innovations dans une innovation, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui des innovations avec dedans un dispositif médical, un médicament, une organisation nouvelle, un peu de numérique, et c'est ça qu'il faut évaluer, ou c'est ça qu'il faut développer, et pas seulement chacune des idées les unes à côté des autres. Des domaines, évidemment, à une vitesse croissante, mais pas toujours avec succès, mais de toute façon, ça monte à toute vitesse. La place et le rôle du numérique, j'insiste pas, et des modalités actuelles d'analyse de l'évaluation qui ne permettent pas aujourd'hui d'avoir réellement une vraie évaluation qui permet deux principes de base, qui est toujours celui qui pilote notre fonctionnement, c'est-à-dire la sécurité pour la population, et puis l'égalité d'accès que je viens d'évoquer. Et puis enfin, l'absence ou la faiblesse des coordinations, qui sont des sujets particulièrement compliqués. Juste à titre d'exemple, pour 3 secondes, cette diapositive m'a toujours sidéré, c'est les 68 traitements de lutte contre le cancer du poumon, ça date d'il y a 2 ans, et il y avait donc à ce moment-là 78 traitements en cours, et environ une dizaine qui ont accédé ou qui sont en train d'accéder sur le marché. Ça symbolise assez bien l'innovation. C'est-à-dire l'innovation, c'est des quantités de bonnes idées, et à un moment, il n'y en aura qu'une partie, et il faut souhaiter que ce soit la plus performante. Une partie va permettre de continuer à avancer et de développer le projet. Les programmes d'adaptation d'une politique de l'innovation, c'est quelques principes simples. C'est de chercher les référents qui sont capables d'avoir l'expertise pour permettre d'avancer sur le développement des innovations. Et puis, il y a quelques données nouvelles. J'en cite juste une, puisque c'est la plus nouvelle de toutes. Elle date là maintenant, elle aura bientôt 1 an. C'est l'article 51 qui concerne essentiellement des expérimentations organisationnelles et de voir comment ça peut se développer.
Le début a été très flamboyant, les 6 premiers mois ont été un peu difficiles, et là maintenant c'est en train de redémarrer correctement, et donc il y a vraiment là la possibilité de développer des innovations et des expérimentations d'innovation. J'insiste pas sur les PHRC, etc., que vous tous vous connaissez bien. Et puis je rappelle à chaque fois les problèmes qui sont avec l'innovation, c'est-à-dire le niveau de sécurité pour les patients, les malades, les usagers, de l'égalité d'accès, et puis 3, qui est un problème crucial et qui peut-être a pris la main sur les 2 autres, c'est les modalités de financement et les capacités de financement de ces projets. Et puis l'ensemble des objets connectés, je prends juste à titre d'exemple parce qu'il est assez caricatural pour dire que la fiabilité de ces données est un élément majeur. Aujourd'hui, la garantie de cette fiabilité n'est pas assurée pour beaucoup de projets qui reposent sur ça. Le respect de la vie privée, ça a été évoqué avec des textes réglementaires il y a maintenant 1 an et demi. Les engagements du fabricant qui doivent faire partie d'intégrer la totalité de l'objet connecté, et puis enfin la facilité et le confort d'utilisation de ça. J'insiste un peu parce qu'évidemment aujourd'hui à peu près toutes les innovations ont un objet connecté associé à ça, et donc il faut commencer à intégrer vraiment les difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc je vous donne en deuxième et dernière partie courte les projets innovants. Donc il se trouve que depuis maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai eu la chance de voir 250 porteurs de projets, et je vais vous donner juste quelques éléments pour que vous voyez un peu comment ça s'est passé. Alors ça, c'est une première diapositive qui est où ça se passe. Alors il se trouve que comme c'est dans le bureau qu'il y a au ministère de la Santé, l'immense majorité des gens viennent nous voir en Île-de-France, mais il y a beaucoup d'autres qui se répartissent dans les régions, et c'est un signe très important, et c'est surtout un signe qui nous diffère, la différence par avec les États-Unis, puisque tout le monde nous parle de la FDA, des États-Unis, etc., sauf que l'innovation, elle se comporte essentiellement, et elle se développe essentiellement dans 2 villes, et nous, on est en train d'essayer de voir si peut-être bien, dans nos régions, on va pouvoir développer bon nombre d'innovations. Et puis, deuxième élément important sur cette présence des porteurs de projets, c'est qu'il y a eu finalement, pour 200 personnes qui sont venues nous voir, il y a 19 projets qui viennent de pays étrangers, qui souhaitent s'implanter en France, parce qu'ils considèrent que c'est le pays dans lequel ils pourront développer mieux qu'ailleurs leur innovation. Et c'est intéressant de voir qu'il s'agit d'Israël, du Canada, de la Suède, et que ça continue, puisque là, c'est un bilan à début septembre. Il y a depuis encore des porteurs de projets étrangers qui veulent nous développer. Alors ça, c'est peut-être la diapositive la plus importante. C'est un bilan. Alors c'est le bilan de gens qui viennent nous voir pour nous dire, voilà, on a un projet, on voudrait le développer. Et vous voyez que le médicament, première colonne de gauche, est très faible, parce que le médicament, il a son régime qui fonctionne depuis des décennies, avec le Comité économique des produits de santé, la Haute Autorité de santé, etc. Mais il y a d'autres sujets, et notamment les dispositifs médicaux, qui sont tellement diversifiés, entre ceux qui sont implantables, et puis les pansements, et puis enfin tout ce qui va aujourd'hui dans le cadre des dispositifs médicaux, fait que c'est aujourd'hui de très loin les propositions d'évolution et d'innovation en grand volume. Il y a le dispositif médicaux, et il y a du diagnostic et du in vitro. Et puis il y a une toute petite colonne, mais qui n'est pas encore implantée sur celle que j'ai faite. C'est effectivement, mais vous allez le voir sur la diapositive d'après, les sujets que vous avez évoqués concernant la prévention. Les autres sujets, ce sont les organisations, l'e-santé, et puis beaucoup, et c'est souvent difficile de faire la distinction, et je pense qu'il ne faut pas les négliger de première intention, des questions qui sont du mieux-être, du bien-être, etc. Et on voit bien que dans certains types de pathologies, il y a une vraie logique à intégrer ce genre de sujet dans le développement. Alors, je vois les chiffres à la fin et des petits résultats. Donc, sur 225 projets, vous voyez que le traitement, le diagnostic et la prévention, qui est la petite colonne grise en bas et à droite, montre qu'il y a quand même une volonté de déposer des projets qui sont sur la prévention. Et puis ensuite se développent d'autres sujets. Le deuxième sujet qui, à mes yeux, me paraissent important, c'est le suivi. C'est de dire qu'une innovation, une fois qu'elle est sur le marché, il ne faut pas s'arrêter là, mais il faut au contraire essayer de poursuivre pour voir des effets secondaires, pour voir éventuellement un bénéfice qu'on n'avait
pas intégrés, en tous les cas de suivre ça, et ça demande une organisation particulière pour pouvoir avoir le suivi d'innovations importantes, nous, pour la médecine et pour le monde de la santé. Les autres sont plus diversifiés. Alors, pour vous, que j'ai fait cette liste qui sont, en gros, cette fois-ci, vraiment dans les champs médicaux, et vous voyez qu'à peu près tous les sujets, et qu'il y a des projets à peu près de tout type. Je vous épargne la lecture de ça, mais avec quelques sujets qui sont particulièrement importants, donc la médecine générale, la psychologie et la neuro, la cancérologie en orange en bas à gauche, les personnes âgées en haut à gauche. Finalement, on retrouve assez bien des orientations très claires de notre système de santé actuel et des évolutions qui peuvent avoir lieu. Ce serait dommage qu'on n'ait pas une attention particulière sur ces projets-là, parce qu'ils participent à l'amélioration des problèmes qui se posent à ce type de pathologie ou à ce type de développement. Et pour l'instant, c'est compliqué de pouvoir combiner ça pour arriver à avoir des solutions peut-être plus simples, peut-être économiques, et qui permettraient de développer dans de très bonnes conditions le développement d'un certain nombre de patients. Ça, c'est juste pour que vous ayez un exemple et vous vous rendre compte quand vous allez avoir l'occasion de faire des tris, de regarder ce qui se passe. C'est juste une toute petite présélection de 13 innovations qui sont toutes dédiées, portées par un porteur de projet en termes de cancéro. Et vous voyez l'extraordinaire diversité, puisqu'on va de piluliers connectés spécifiquement pour des projets anticancéreux, des tests génomiques. Vous voyez que c'est quand même ça, un diagnostic avec diagnostic de cancéro avec les chiens, des kits de diagnostic. Enfin, toute cette liste-là, c'était juste un exemple pour montrer que l'innovation, c'est quand même un champ considérable, même quand on est dans une thématique bien définie, et qu'il y a un intérêt pour un certain nombre de ces projets, pas tous, puisqu'on ne les a pas tous analysés jusqu'au fond, mais peut-être que même 2 ou 3 seulement de ceux-là peuvent être des éléments qui vont transformer, qui vont faciliter le développement d'un certain nombre de projets. Puis ça, c'est presque pour vous, pour tous les gens qui vont travailler avec vous pour essayer de sélectionner, de choisir les innovations. C'est un des modèles que moi, j'en ai cherché beaucoup, qui me paraît le plus performant pour intégrer vraiment dans le développement l'innovation. Il faut regarder les opportunités, les défis, qui sont les générateurs des idées, comment on développe, comment on teste, comment on démontre, la délimitation et les mises en œuvre, et puis petit à petit la croissance et finalement le changement de système, parce que c'est une des caractéristiques de l'innovation, c'est qu'au bout d'un certain temps, cette innovation-là n'en est plus une. Il y a comme ça des choses étonnantes, puisqu'il y a des projets qui ont 20 ans d'âge qui sont toujours considérés comme des innovations, et ce n'est malheureusement plus vrai, et comment un nouveau produit, une nouvelle situation va être un nouveau changement, et c'est elle qui sera, ou lui qui sera l'innovation. Et juste pour finir quasiment, les évaluateurs peuvent chercher à faire... Alors ça c'est un joli petit papier, parce que c'est un papier de gens de Montréal qui date de plus de 20 ans maintenant, et qui disent à quoi les évaluateurs, qu'est-ce qu'ils font. Alors les évaluateurs, ils peuvent faire avancer la connaissance, c'est une bonne chose. Ils peuvent accroître leur prestige et leur pouvoir, ils peuvent essayer d'obtenir une promotion, et ils veulent promouvoir une idée qui leur est chère. Et vous voyez que tout ça, c'est aussi ce qui fait partie des porteurs de projets. Et que donc il y a un vrai travail de sélection, d'orientation. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas très bien équipés pour avoir des vraies évaluations, des vrais développements de projets, que probablement il y a un certain nombre de projets qui sont abusivement mis sur le marché et que c'était pas une idée aussi formidable que ça, et un certain nombre d'autres qui sont laissés de côté parce qu'elles sont un peu bizarres, mais qui en fait apportaient dans un certain nombre de pays des résultats importants. Et donc je pense que pour tous les gens qui ont une responsabilité dans le système de santé, et donc aussi dans l'apparition et le développement d'innovation, qui est un truc quotidien, permanent et en développement, c'est de se tenir informé. Et donc moi, je vous souhaite bonne chance.
Merci Jean-Yves. C'est un peu iconoclaste, mais c'est pas très grave, c'est bien. Merci Jean-Yves. Ton taxi est réservé à 3 heures, donc tu peux être... Voilà. On a sauvé les meubles. Merci Antoine de conclure cette table ronde et on aura la place pour 1, 2, 3 questions si vous le souhaitez. Ouais, merci Jean. Quelques mots effectivement pour terminer. Moi, ce que j'ai envie de dire, et pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, puis remettre ce sujet de l'innovation aussi dans le contexte des 60 ans des CHU, on peut se le dire, hein, l'innovation, c'est dans les CHU qu'elle se fait. Et je pense que l'innovation, c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc les champs de l'innovation, ils ont été largement évoqués par les uns et les autres, mais si on parle des équipements et des plateaux techniques dont nous sommes dotés, des dispositifs médicaux et des médicaments, bon, ça c'est ce qui vient à l'esprit en premier. Et puis bien sûr, l'innovation diagnostique qui va à toute vitesse avec le développement de la génomique. Et si c'est bien dans les CHU qu'on se sert de la génomique maintenant au quotidien et de façon opposable pour faire des diagnostics sur les cancers notamment, mais pas que, et demain sur également les maladies chroniques. L'innovation en organisation. Bon, on l'a dit plusieurs fois, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on se disait « Ah bah oui, il y a aussi les innovations en organisation ». Et derrière, il y a la question des nouveaux métiers et de l'invention de nouveaux métiers à l'hôpital. Et là, je pense qu'on est plus à un commencement et je pense que tout cela est lié aussi au décloisonnement des CHU et à ce que nous voulons faire des CHU sur leur territoire. Donc je pense à l'innovation en télémédecine, je pense à l'innovation concernant les systèmes d'information qui va à toute vitesse. Donc bien sûr que c'est la révolution numérique qui presque nous prend de court et accélère et nous entraîne. Mais ce que je voudrais dire, c'est aussi que les innovations sont liées entre elles. Et ça, c'est aussi parce que le CHU peut les accueillir au même endroit avec la diversité qu'il peut offrir, qu'on peut avoir à la fois une innovation technologique, la thrombectomie, et puis sur la même innovation, une innovation organisationnelle. La thrombectomie sur un territoire, comment est-ce que on va faire pour que effectivement chaque patient qui le mérite, si je puis dire, puisse avoir accès à la thrombectomie dans les délais qui sont imposés. On met un robot, des chirurgiens s'en emparent, les chirurgiens du bloc d'à côté qui font une autre spécialité s'en emparent directement après, et c'est parce qu'on a cette proximité qu'on peut se dire finalement le robot, il a plusieurs applications et on s'en réjouit. Alors tout de suite, il faut acheter 2 robots. Hein, alors évidemment, on est vite limité, mais n'empêche que c'est parce qu'il y a cette agilité aussi dans les CHU qu'on a la possibilité de le faire. Et c'est quand même, et je tiens à le dire ici, là, aujourd'hui, c'est quand même ce qui nous différencie. C'est ce qui nous différencie. Et si c'est pas ça, un ancrage à l'université, cette capacité à aller de l'avant sur les innovations, eh ben, je ne sais pas où est-ce que est cet ancrage. Enfin, si, il y a plusieurs possibilités d'autres ancrages. Après, je crois aussi qu'il y a l'intégration de toutes les innovations les unes avec les autres, un peu à la queue leu-leu, c'est-à-dire le dispositif médical qui se fait dans un plateau technique particulier, qui nécessite d'innover en organisation et qui fait du CHU un terrain de stage pour des métiers qu'on ne voyait pas quand même, des ingénieurs, des mathématiciens, des physiciens, qui ne sont pas forcément des biophysiciens, hein, et pour lesquels on peut donner une offre parce qu'on a là la possibilité d'essayer. Et puis l'innovation devient aussi un objet de recherche, et ça c'est évidemment aussi quelque chose qui est spécifique au CHU. Bon, voilà, une molécule a fini par avoir l'autorisation de mise sur le marché, le prix, le remboursement, etc. dans une pathologie. Quand même, on le fait tous, hein, c'est de l'essayer dans une pathologie qui ressemble un petit peu au RAMM, mais pas trop. Et puis comme ça, c'est quand même ça qui pousse les indications et qui va aller nous rapprocher après ça des industriels pour aller chercher de nouvelles innovations. Le lien avec les industriels, on en a absolument besoin. Je n'ai parlé que du CHU avec les métiers du CHU.
Le dernier X6, j'espère, est une ouverture pour qu'on puisse aller plus vite avec l'arrivée sur le marché de nouveaux médicaments. On a fait allusion à France Biotech tout à l'heure. Je pense que ces interlocuteurs-là sont des interlocuteurs naturels pour nous. C'est là aussi que nous devons aller. Bon, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vraiment, je pense que on cherchait à réaffirmer quels étaient les caractères différenciants du CHU par rapport, moi je le dis, par rapport aux autres établissements de santé. C'est bien là, c'est l'innovation, mais aussi le partage de l'innovation avec d'autres spécialités et en faire un objet de recherche en soi. Merci beaucoup Antoine, très clair et très pertinent dans l'analyse. Remercier tous les trois pour leur contribution. On a peut-être le temps pour une ou deux questions, mais je pense que vraiment mon mot de conclusion comme modérateur de cette table ronde, c'est exactement, Antoine a traduit exactement l'esprit dans lequel on a essayé de construire le rapport, qui est de dire que le CHU de demain, vous avez vu, M. Moinard nous a monté ce matin l'ordonnance de 58, c'est le centre hospitalier et l'université. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que les deux s'allient le plus possible en symbiose positive, de telle sorte que l'innovation et la recherche, elles soient boostées le plus possible dans les territoires et au-delà, Jean-Yves l'a dit, la médecine, la santé passe au-delà de la médecine. L'université peut apporter cette dimension-là. C'est l'idée, ça, et c'est très clair. Et concrètement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et l'université, c'est partenaire industriel. Donc je pense que c'est vraiment ça l'esprit, quoi. C'est ouvrir le spectre et créer une alliance symbiotique, synergique, la plus grande possible entre l'ensemble des partenaires pour que l'innovation se construise encore mieux. On a une ou deux questions de la salle. Si vous voulez, profitez-en. Pas de questions. Ouais, c'est dur après le repas. C'est même le buffet. Si vous n'avez pas de questions, c'est que c'était parfaitement clair et qu'on vous a tout dit. Donc on remercie encore. Je remercie tous les trois. Merci beaucoup.